Je vous le dis, peuple du Liban, libérez votre pays du Hezbollah pour que cette guerre prenne fin. Libérez votre pays du Hezbollah pour que votre pays puisse à nouveau prospérer. Pour que les générations futures d'enfants libanais et israéliens ne connaissent ni la guerre, ni les fusions de sang, mais vivent enfin ensemble dans la paix. Vous avez l'occasion de sauver le Liban avant qu'il ne tombe dans l'abîme d'une longue guerre qui mènera à la destruction et à la souffrance, comme à Gaza. Il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Chacun d'entre vous peut faire un pas pour son avenir, même un petit pas. Vous pouvez faire la différence. Sophia Amara, ce n'est pas anodin ce qui se passe s'il s'adresse aux Libanais et en anglais. Oui. Il les prévient, attention, le Liban peut devenir un nouveau Gaza. Oui, s'il parle en anglais, c'est surtout parce qu'il veut que les Occidentaux le comprennent. Et qu'ils comprennent que ceci est un ultimatum, ou en tout cas qu'il aura tenu les Libanais pour prévenus. Et quand il s'adresse aux Libanais, par contre là, en les menaçant de transformer Beyrouth ou le Liban en un deuxième Gaza, c'est évidemment effarant, parce que nous savons qu'il est impossible pour les Libanais, un peuple qui est déjà à genoux avec une crise qui dure depuis 5 ans et qui, si Israël lui-même n'est pas arrivé à venir à bout du Hezbollah... Ils n'ont même pas d'avion, ils n'ont pas d'aviation. Ce ne sont pas des Libanais qui vont débarrasser le Liban du Hezbollah, déjà, premièrement. Et deuxièmement, ce qu'ils leur demandent simplement, c'est de s'engager dans une guerre civile. Parce que pour arriver à ce qu'ils demandent, il faut imposer au Liban une guerre civile. Est-ce qu'il est en train d'installer l'idée qu'ils vont faire une intervention de très grande envergure, qu'on l'approuve ou non? Cette phrase, elle est d'une force tout à fait inédite. Vous avez l'occasion de sauver le Liban avant qu'il ne tombe dans l'abîme d'une longue guerre qui mènera à la destruction et à la souffrance comme à Gaza. Il promet au Liban le sort de Gaza si le Hezbollah ne tombe pas de lui-même. On sait bien qu'il ne va pas tomber de lui-même. Bien sûr, mais alors à ce moment-là, il faudra mettre plus de troupes qu'ils n'en ont. Ils ont 15 000 hommes. Avec 15 000 hommes, on ne tient pas dans la durée pendant des mois. Mais regardez les images. Déjà, les bombardements ce soir, les bombardements qui sont en train de se dérouler dans Beyrouth, je ne sais pas si on a des images, on va l'entendre. Écoutez cette séquence des bombardements à Beyrouth. Voilà, pendant que nous parlons, des bombardements continuent à Beyrouth, donc il joint le geste à la parole. Oui, il va se donner les moyens d'une intervention de force. En direct qu'on a depuis le Liban. Moi, je ne suis pas l'avocat de Benjamin Netanyahou ici, mais quand même, je remarque que vous retenez la fin de son allocution. Moi, je l'analyse totalement différemment. D'abord, je ne suis pas le général, je ne suis pas Jean-Pierre François... Bref, Didier François, pardon. Et je n'ai pas d'expérience militaire, mais je ne pense pas qu'Israël ait les moyens d'une offensive militaire terrestre de grande ampleur au Liban, pour commencer. Moi, je pense que ce qu'il veut, ce qu'il dit, clairement, son pari, c'est on est en train de faire le boulot. On est en train de vous débarrasser du Hezbollah en s'attaquant à ses infrastructures, d'abord militaires, à ses centres de commandement. Maintenant, c'est aux Libanais de finir le travail. Et je pense qu'il attend une faille dans le consensus politique qui, pour le moment, n'a pas explosé au Liban. Et c'est pas forcément la guerre civile. Ça serait, par exemple, que le parti Amal se fasse un pas de côté par rapport à Téhéran. Ça, c'est une chose. Que les autres partis politiques se disent bon, bah maintenant, il faut reprendre la main politiquement. C'est aux Libanais de reprendre la main. Et s'il le faisait, alors Netanyahou serait bien en peine de continuer son offensive militaire comme si de rien n'était. On reviendra à ça avec des images très fortes qui démentent un peu ce que vous dites, Patrick Lugman, parce qu'on verra le drapeau israélien planté au sud Liban, dans un village qui montre bien une volonté d'avancer sur le territoire libanais. Mais d'abord, les tirs en sens inverse, ce que reçoit des islamistes du Hezbollah, les Libanais. Il faut écouter et voir ces bombardements à Haïfa, le dôme de fer qui était en action tout à l'heure. Oui, le Liban, le Hezbollah a des moyens. Il a beaucoup de roquettes et beaucoup d'hommes pour frapper encore Israël. Oui, bien sûr. On parlait d'une armée de 30 000 hommes avec les réserves 100 ou peut-être 150 000 hommes et puis peut-être des centaines de milliers de roquettes, au moins une centaine de milliers, c'est ça. Donc en fait, ils n'ont certainement pas détruit tous les stocks et donc la preuve est aujourd'hui que le Hezbollah est toujours vivant. Et c'est que même si les structures centralisées sont détruites, on voit bien que les commandants ont suffisamment d'autonomie pour pouvoir continuer cette guerre. Et donc c'est là, je dis, pour une opération d'envergure, on ne peut pas gagner une guerre au Liban avec 15 000 hommes. Donc là, moi je suis plutôt comme maître. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'ambition, je dirais, d'occuper durablement. Alors, c'est pas possible avec s'ils peuvent se les donner, mais en tout cas Israël a l'air d'une détermination de faire. Vous avez l'air de me mettre... ça
ça n'empêche pas. Ça dépend. Eux sont déterminés. Mais parce qu'il faut quand même faire. Il y a quand même une différence. Nous, on est sur un plateau télé, donc on aime bien ce qu'on dit, mais il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, et le général a raison. On regarde les chiffres. Et les chiffres aujourd'hui en mobilisation, c'est 2 divisions. 2 divisions, c'est capable effectivement de faire des incursions au sud de la frontière. C'est pas capable à ce stade de monter jusqu'à Beyrouth. Donc oui, il fait beaucoup de déclaratifs et il bombarde parce qu'il met la pression pour essayer effectivement de mettre un coin. Et on le voit, ça commence. Il y a des discussions au Liban. Tout le monde n'est pas pour le Hezbollah, même s'il y en a qui sont pour. Et donc il essaye d'amplifier les effets militaires de ses frappes et de ses interventions en faisant des menaces extrêmement fortes. Et ceci dit, on peut les prendre au sérieux sur les destructions parce qu'on a vu ce qui s'était passé à Gaza et que c'est inquiétant. On va parler de ça, mais en termes de troupes, pour le coup, sur la capacité qui reste au Hezbollah. Il ne faut pas sous-estimer le Hezbollah. A priori, le Hezbollah est bien touché, ça on l'a vu, mais pas tout à fait coulé. C'est le chef par intérim du Hezbollah, Naïm Kassem, qui s'est exprimé il y a quelques heures. Il a même dit que tout allait parfaitement bien au Hezbollah. Tout le monde est encore debout. Les Israéliens sont ceux qui veulent exterminer tous ceux qui se trouvent sur leur chemin, tous ceux qui disent que nous avons des droits. Ils veulent soumettre tous les pays et les peuples environnants à leur politique et à leurs ordres. Cela n'arrivera pas. Je vous dis que nos capacités sont bonnes. Contrairement à l'ennemi qui prétend nous avoir affaiblis, nos combattants sur le front sont inébranlables et la direction est cohérente. Il n'est pas général. Quelle est la capacité encore du Hezbollah? Rappelons ces chiffres, et vous êtes avec nous, Raphaël Jérusalemi, et vous êtes bien placé comme officier de renseignement, ancien officier, pour en parler. Il y a 45 000 combattants du Hezbollah. Faisons les comptes. Si 1500 d'entre eux ont été mutilés par les beepers, les mains coupées, les yeux perdus, etc., ça laisse quand même encore 40 000 et quelques islamistes en mesure de combattre. Est-ce que c'est encore pour vous un ennemi redoutable, Raphaël Jérusalemi? Absolument. Il reste des dizaines de milliers de combattants, très entraînés, très équipés, et des dizaines de milliers de missiles aux mains du Hezbollah. Ce qu'il manque, effectivement, c'est le haut commandement. Donc nous avons affaire ici à une poule qui court la tête coupée. Quand on coupe la tête d'une poule, elle continue à courir. Et donc, elle continue à courir. Elle est même dangereuse parce que aujourd'hui, beaucoup d'unités du Hezbollah fonctionnent sans ordre précis, sans instruction précise. Juste le fait qu'ils doivent tirer leurs munitions avant qu'elles ne soient détruites ou capturées. Et donc, ils tirent un peu dans tous les sens, plutôt vers la ville de Haïfa, que Hassan Nasrallah s'était justement abstenu de viser pour ne pas escalader plus loin la tension entre Israël et le Hezbollah. Ce qui est important dans le discours de Naïm Kassem, c'est quand même qu'il a parlé d'un cessez-le-feu. Naïm Kassem parle d'un cessez-le-feu en disant on peut faire un cessez-le-feu maintenant, on en négociera ensuite les conditions et les détails. Ça veut dire qu'ils ont peur d'après vous? Ça veut dire qu'ils ont peur? Ça veut dire qu'ils commencent à plier, mais je veux être optimiste. Je ne parle pas de peur, je veux être plus optimiste. Il faut laisser... si jamais une occasion de cesser le feu, sa dignité à l'ennemi pour qu'il se sente... il ne faut pas l'humilier, il ne faut pas fanfaronner, peut-être bluffer. Je pense que dans les jours qui viennent, à part la proposition de Naïm Kassem d'ailleurs, qui parle donc d'un cessez-le-feu d'une façon très très sérieuse, il y a des messages qui viennent de Gaza aussi en parlant d'un cessez-le-feu. À mon avis, un cessez-le-feu à Gaza doit peut-être même venir avant. En tous les cas, c'est ce qu'on pensait, mais Naïm Kassem parle d'un cessez-le-feu indépendamment d'un cessez-le-feu. Raphaël Jérusalemi, petite interruption, arrêt sur image, qu'on comprenne bien, on mesure là l'immensité de cette guerre. On va parler dans un instant de l'Iran, de ces 7 fronts sur lesquels Israël est engagé. Là, on parle de 150 000 roquettes, des dizaines de milliers de combattants. Israël est à quoi? 500 000 hommes à peu près mobilisés? À peu près 450 000, 450 000. Avec les réserves. Avec les réserves. Voilà. On est là entraîné dans une guerre majeure en Orient. C'est pas
pas un conflit parmi d'autres. Certains comparent déjà à des grandes guerres comme 73 ou 82. Oui, avec un engrenage qui effectivement est inquiétant parce que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Israël subit depuis le 8 octobre dernier, enfin d'il y a un an, des bombardements incessants du Hezbollah. On dit, ah là là, Israël veut l'escalade. Mais ça fait un an que les États-Unis et la France essaient de faire respecter la résolution du 701. Vous me direz, elle date de 2006. Donc depuis le temps, on a pu s'habituer à ce qu'elle ne le soit pas. Mais la résolution du 701 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire reculer les éléments du Hezbollah au nord du fleuve Litanie pour sanctuariser en quelque sorte un espace suffisant pour que les Israéliens vivent en sécurité dans la région. Et ce n'est pas le cas. Donc il me semble qu'Israël, même si on peut discuter, et on est là pour ça, de l'intensité, de la nature de la réponse, il commence par faire face à une agression. C'est leur pays, c'est leur population qui est bombardée à la fois par le Hezbollah aujourd'hui et par Gaza jusqu'à l'année dernière. La puissance de l'ennemi d'Israël, hein, le Hezbollah, si puissant, si nombreux, riche, l'argent de l'Iran, hein, et puis ils sont vraiment... Et de la drogue. Oui, vous avez fait un documentaire là-dessus. Oui, où j'avais Ils sont très pieux prétendument, ils sont surtout pieux en matière de drogue. Oui, mais ils peuvent aussi émettre des fatwas disant que si ça leur permet de faire entrer de l'argent pour continuer à faire le djihad, il n'y a pas de problème de vendre des tonnes et des tonnes et des tonnes de cocaïne. Et ce qui leur a permis d'engranger jusqu'à 2 milliards d'euros par an, si bien qu'ils n'ont même plus besoin de l'aide de l'Iran qui s'est élevé parfois jusqu'à 700 millions de dollars par an. Ce que je veux dire ici, c'est que ce soir, c'est très important ce qu'il a dit le cheikh Naïm Kassem. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du début des hostilités déclenchées par le Hezbollah contre Israël au nom de l'unité des fronts, au nom de la solidarité avec Hamas. Aujourd'hui, pour la première fois, Naïm Kassem a dit dans son discours de manière indirecte qu'il a accepté de dissocier le cessez-le-feu à Gaza et le cessez-le-feu à Beyrouth. Et ça, c'est majeur comme changement.